Bonjour tout le monde. On va tout aussi bien de commencer maintenant. Je pense qu'on va avoir d'autres mondes qui viennent nous joindre euh, pendant qu'on présente. Alors, on va commencer toujours quand même maintenant. Euh, J'aimerais commencer par reconnaître avec gratitude que, puisque je suis à Gatineau, je suis sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe. Je voudrais m'excuser pour n'être pas 100% parfait en français, mais j'espère que vous êtes capable de me comprendre. Mais on a un excellent présentateur, Alexandre Anti, du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, qui va nous informer à propos de leur travail et la valeur des données soumises par les scientifiques citoyennes et citoyens. La présentation va être enregistrée et disponible sur notre site web. Vous pouvez, la façon la plus facile de le trouver, c'est de chercher en Google, juste en chercher la FCF webinaire, puis vous allez trouver la page où on place cette webinaire et on a d'autres aussi qui pourraient vous intéresser aussi, qui sont enregistrés et mis là-bas aussi. Alors, juste pour commencer, si vous ne connaissez pas Zoom, si vous avez des problèmes d'audio ou de vidéo ou quelque chose, juste vérifiez les paramètres. Puis des fois, si ce n'est pas réglé, des fois, juste de déconnecter et se reconnecter règle souvent les problèmes. Ou si jamais ça se déconnecte pendant qu'on présente, juste de rejoindre avec le même lien que vous avez eu pour rejoindre cette webinaire. Pour le chat, ça va être juste les présentateurs, alors moi et Alexandre, qui vont être capables de voir les messages de chat. Alors, vous pouvez l'utiliser pour les problèmes, soit audio ou technique, genre. Mais pour les questions, on va utiliser le Q&A ou le REQ, questions-réponses, QR, questions et réponses. Vous pouvez les écrire pendant qu'on présente pour ne pas les oublier, mais on va les répondre à toutes les questions vers la fin des présentations. Alors, moi, je vais commencer un peu à propos de la Fédération canadienne de la faune. C'est quoi la science citoyenne? Un peu à propos de la naturaliste, puis comment participer là-dedans. Puis ensuite, je vais passer à Alexandre pour parler de la CDPNQ. Alors, la Fédération canadienne de la faune, c'est une des plus grandes organisations de conservation au Canada, entrepreneur de projets et de la conservation à travers le pays. Notre mission consiste à veiller à la conservation et à transmettre cette volonté de conservation à la faune et flore pour l'usage et plaisir de tous. Et nous le faisons de plusieurs façons. L'une consiste à faire participer le public et les jeunes à la science citoyenne, comme on parle aujourd'hui, à des programmes éducatifs comme Sort dehors, le Corps de conservation canadien, et aussi à propos des projets scientifiques spécifiques en milieu d'eau douce, des marins et terrestres. Beaucoup d'entre eux ciblent des espèces en péril, comme la baleine noire, l'Atlantique, la tortue mouchetée, les chauves-souris et le papillon monarque. Alors, je vais parler un petit peu à propos de la science citoyenne. Ce n'est pas un phénomène nouveau ou récent. Un des meilleurs exemples, c'est le recensement des oiseaux de Noël, qui a commencé le jour de Noël en 1900. Alors, ça fait des centaines d'années que, au moins, la science citoyenne existe. Ça a commencé avec 27 participants avec un total de 90 espèces qui ont fait la première année. Mais aujourd'hui, on a plusieurs initiatives, non seulement en écologie, mais d'autres domaines aussi. À la base, essentiellement, c'est la collecte de données
par la communauté qui ne sont pas nécessairement les experts sur le sujet. C'est ça à la base la science citoyenne. Puis ça, maintenant, on a plusieurs. Il y en a des centaines à travers le Canada, puis beaucoup plus à travers le monde. Et maintenant, plusieurs utilisent plus tard les applications mobiles ou les sites web pour la collecte des données. Puis même le recensement de oiseaux de Noël est en ligne. Il y a des formulaires en ligne pour remplir. Puis moi, je vais parler un peu plus sur la plateforme iNaturalist Canada comme une initiative de scientifiques citoyens. C'est la Fédération canadienne de la faune qui gère la plateforme avec l'aide de nos partenaires. Essentiellement, c'est une appli et site web qui permettent aux gens de cartographier les espèces, en télécharger les photos et les enregistrements sonores. Puis c'est une base de données qui est ouverte au grand public, mais aussi aux chercheurs et aux organisations dans le but de l'éducation et de conservation. Je parle de iNaturalist Canada parce qu'il y en a plus que 19 pays qui ont leur propre version d'iNaturalist. Il y en a plus qui s'en viennent aussi. Chaque pays a sa propre version traduite dans la langue, mais toutes les données de tous les pays s'intègrent dans la base de données mondiale de iNaturalist.org. C'est eux qui ont comme la base de données globale, mais chacun des pays qui participent ont leur propre version. Puis au Canada, notre version ici, iNaturalist Canada ou .ca, on a 7 millions d'observations au Canada. En tout, il y en a 95 millions d'observations dans le monde. Alors, on a une bonne partie ici au Canada. Puis ensuite, la valeur d'utiliser la version du pays est que les données sont plus faciles à partager pour la conservation, comme on va entendre de Alexandre avec la CDPNQ. Et le contenu du plateforme est spécifique pour Canada, pour les espèces canadiennes, les endroits. Puis au Canada, on l'a traduit en français et en anglais. Puis aussi, on a aussi des ressources spécifiques pour le Canada, des ressources bilingues comme des guides, des vidéos pour les gens qui participent ici au Canada. Puis voici à quoi ça a l'air la base de données au Canada. Comme je disais, ça existait avant, il y avait la plateforme globale en 2014, il y avait iNaturalist.org. En 2015, c'était le début de iNaturalist Canada qu'on a commencé ici. Puis ensuite, les nombres d'observations et d'espèces ont monté jusqu'à aujourd'hui. Puis maintenant, on a plus, ça c'était en décembre 2021. Puis là, maintenant, on a plus de 7 millions d'observations. Alors, ça indique un peu le montant de gens qui participaient. Ça, c'est juste un naturaliste, mais c'est pas mal le même à travers les autres initiatives que la participation dans le science citoyenne augmente pendant les dernières années. Je vais laisser Alexandre parler plus les données et de l'utilisation, mais je vais parler un peu que la Fédération canadienne de la faune vient juste de faire avec les données de tortues géographiques. Ça, c'est les triangles jaunes indiquent les tortues qui ont des blessures causées par la collision de bateaux, puis on voit les caractéristiques dans les photos en bas à droite avec les blessures par les bateaux. Puis on utilisait les photos qui étaient soumises à un naturaliste pour essayer de trouver les endroits où c'est plus fréquent pour qui va éventuellement nous laisser les gens gérer cette risque et cet impact éventuellement. Mais c'est plus qu'une base de données pour les chercheurs. Les observations, comme j'ai dit tantôt, sont ouvertes au grand public pour prendre sur les espèces autour de nous. Il y a quelques fonctionnalités qui nous laissent le faire. Une, c'est juste, vous pouvez chercher les observations sur les cartes.
de trouver un endroit sur la carte et voir c'est quoi les espèces, c'est quoi les observations qui sont enregistrées autour de nous. Mais il y a aussi un logiciel de reconnaissance d'images qui suggère l'identification d'une espèce. Puis ça, c'est une façon d'apprendre que les gens peuvent apprendre sur les espèces et la biodiversité autour d'eux. Il y a aussi de l'autre côté qu'on voit à droite, l'identification par la communauté. Alors, les gens qui sont sur un naturaliste peuvent aussi mettre les commentaires, puis c'est vraiment une discussion, puis une communication entre l'observateur puis les experts, même si l'observateur est un expert. Tout le monde ici sont d'accord que c'est une couleur obscure, mais certains jeunes disent pourquoi, puis ça aide à faire apprendre les gens à propos des caractéristiques des espèces. Pour aider la communauté, pour un naturaliste, puis les autres plateformes, les autres initiatives sciences citoyennes, les gens créent les ressources pour aider les gens, comme pour organiser un BioBlitz. On a fait aussi des guides pour comment utiliser l'appli et le site web d'un naturaliste. Puis on a créé une série de guides pour prendre les meilleures photos qui sont plus identifiables pour être sûr de trouver c'est quoi l'espèce qu'on prend en photo pour que les données sont plus utilisables pour la conservation. Puis une dernière mention, c'est que pour participer, il y a comme quelque chose qui va se passer et commence le vendredi prochain, c'est le défi nature urbaine. C'est un événement international qui inspire les gens de toute la planète à trouver et à consigner la faune et la flore de leur ville. C'est un genre de défi amical pour voir quelle ville pour enregistrer le plus d'observations de la nature, trouver le plus d'espèces et mobiliser le plus de gens. Puis l'année passée, il y avait plus d'1 million d'observations qui ont été enregistrées autour du monde. On a une initiative au Canada, qu'on a 42 villes qui participent. Puis tout ce qu'il faut faire, c'est de télécharger une observation de flore ou faune sur naturaliste.ca ou dans l'appli. Si dans une des villes qui participent entre vendredi et lundi, puis ça va être automatiquement ajouté. Pour trouver quelle ville et les frontières des projets qui sont ajoutés, vous pouvez aller à naturaliste.ca/projet. Puis, on voit le défi nature urbaine en bas. Puis, vous trouverez plus d'informations là-dessus. Puis, spécifiquement, il y en a une qui se passe à Montréal et un autre dans la région de Ottawa-Gatineau. Alors, c'est les gens qui sont dans ces régions-là. Les observations prises le 29 avril au 2 mai vont être automatiquement incluses dans le projet. Puis, toutes ces informations contribuent à la conservation qu'on va entendre plus d'Alexandre maintenant. Super. Bonjour tout le monde. Merci, James, pour l'introduction. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien, j'imagine? James, ça fonctionne? Non, on ne voit pas l'écran maintenant. Okay. Pas encore. Là? Oui. OK. Mais c'est un format présentateur où il y a de... Ça s'en vient. OK. Excellent. On l'a. Super. Bon, ben merci. Merci tout le monde d'être là pour cette conférence-là. Puis merci beaucoup James pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, soit la science citoyenne pour la conservation de la biodiversité. Moi, je suis le coordonnateur du volet faunique du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, dont je vais vous parler dans quelques minutes, ce qui fait de moi un utilisateur de la science citoyenne, c'est-à-dire que j'utilise les banques de sciences citoyennes pour essayer de promouvoir la conservation de la biodiversité. Mais dans la vie de tous les jours, quand je ne travaille pas, je suis un faiseur de sciences citoyennes, si on veut. Je contribue à diverses plateformes de sciences citoyennes avec mes observations. Donc, j'ai la chance de voir les deux côtés de la médaille. Aujourd'hui, le but de
de cette conférence-là, étant donné que je sais un peu comment ça se passe derrière les rideaux de la conservation, si on peut dire, c'est de vous faire prendre conscience que c'est très facile de passer de ça, c'est-à-dire un citoyen ordinaire, à ça. Puis là, je ne parle pas nécessairement de Superman parce que ça, c'est quand même un peu plus complexe, mais si on zoome sur le logo, vous verrez, c'est une petite tête de serpent. C'est plutôt un super-héros du suivi de la biodiversité. C'est ultra facile pour n'importe qui, n'importe quel citoyen, de contribuer à la conservation de la biodiversité. Puis c'est ça, c'est le message que je veux que vous reteniez à la fin de cette présentation-là. Donc, pour bien comprendre comment vous pouvez contribuer avec vos observations, il faut comprendre comment fonctionne la machine. Puis la machine, dans ce contexte-là, c'est le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, mieux connu sous le nom de CDPNQ. Le CDPNQ, c'est quoi? C'est un système d'information géographique pour la conservation de la biodiversité, qui est géré conjointement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique du gouvernement du Québec également, et Environnement et Changement climatique Canada. Donc, il y a 2 paliers de gouvernement et 3 ministères, si on veut, qui se retrouvent à gérer le CDPNQ. Le CDPNQ est membre du réseau NatureServe, qui regroupe plus de 60 centres de données pour la conservation à travers l'Amérique du Nord. Ces centres de données-là, ils se partagent une méthodologie standardisée, des outils, de l'expertise, des données ou même des techniques d'analyse. Ce qui fait que tout ce qu'on fait ici au CDPNQ au Québec pour les espèces, c'est possible, ça peut parler avec les informations des autres centres de données pour la conservation à travers l'Amérique du Nord. Ça veut dire que les données qu'on récolte puis les analyses qu'on fait peuvent avoir des incidences sur la conservation ici, mais peuvent être aussi mises dans un contexte plus global qui vont permettre de prendre des décisions de conservation à plus grande échelle que simplement les limites du Québec. Le CDPNQ a vu le jour en 1988, puis ce fut le premier centre de données sur la conservation au Canada. Donc, je vous ai mis textuellement là, la mission complète du CDPNQ, mais si je vous la résume brièvement, là, le CDPNQ, ça vise à recueillir le plus d'informations possible, à la consigner de façon à ce qu'elle soit facilement retrouvable, à l'analyser, puis à diffuser cette information-là qui a été analysée afin de contribuer le plus activement possible aux décisions qui vont avoir un impact sur la conservation de la diversité écologique et biologique au Québec. Puis ultimement, le CDPNQ, c'est l'outil cartographique de conservation qui est en soutien à la loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec et à la loi sur les espèces en péril du Canada. Pour jouer cette mission-là, le CDPNQ s'est fixé 4 grands objectifs, qui est un, d'avoir la liste la plus complète possible, selon les connaissances actuelles, de toutes les espèces vivantes et communautés naturelles retrouvées sur le territoire du Québec. Actuellement, le CDPNQ est complet au niveau de la faune vertébrée et de la flore vasculaire. Puis à chaque année, il travaille à ajouter des nouvelles espèces à la liste pour les invertébrés, la faune invertébrée, puis la flore invasculaire. Puis c'est pas si simple que de juste prendre une liste quelque part sur Internet puis de l'ajuster, étant donné qu'on agit à titre de liste officielle. Il y a beaucoup de vérifications à faire. Puis il y a aussi au point 2, comme vous allez le voir, quand on ajoute un élément à la liste, il faut également qu'il y ait un état de situation de cet élément-là qui soit réalisé. C'est-à-dire que le deuxième objectif, c'est que pour toute la biodiversité, et là, les gens qui connaissent un petit peu le CDPNQ pensent souvent à tort que le CDPNQ, c'est uniquement pour les espèces menacées ou vulnérables, mais c'est faux. Au CDPNQ, on consigne l'information pour toutes les espèces, toute la biodiversité du Québec, et on dresse un état de situation de l'ensemble des espèces, de manière à identifier celles qui mériteraient plus d'attention ou qui pourraient devenir des espèces menacées ou vulnérables, par exemple. Une fois qu'on a dressé ces espèces-là, qu'on dit des espèces en situation précaire, on va approfondir nos connaissances par rapport à celles-ci en cartographiant notamment leur répartition sur le territoire, ce qu'on appelle les occurrences du CDPNQ, qui est pas mal le produit phare du CDPNQ. Mais ultimement, si on fait on réalise ces 3 objectifs-là en silo, ça ne servira pas à grand-chose si on ne réalise pas le 4e objectif, qui est d'assurer une diffusion optimale de ces informations-là aux clientèles cibles pour qu'ils puissent être prises en compte dans le développement du territoire puis dans les décisions de conservation. Donc, pour bien comprendre comment ça fonctionne, j'ai séparé le CDPNQ en 3 volets. Le premier, c'est le volet qu'on appelle élément. C'est quoi un élément? Bien, un élément, dans la majorité des cas, ça va correspondre à une espèce. Sauf que des fois, un élément, ça peut être une sous-espèce, une population, ou même au niveau floristique, ça peut être par exemple une variété. Donc, l'élément va varier
en fonction du niveau taxonomique sur lequel on veut appliquer les décisions de conservation. À titre d'exemple, si on prend le pigargue à tête blanche, bien, le pigargue à tête blanche au Québec, au CDPNQ, l'élément est géré au niveau de l'espèce. C'est le pigargue à tête blanche. Par contre, si on prend le grèbe esclavon de la population des îles de la Madeleine, bien, c'est le niveau population, c'est l'élément population des îles de la Madeleine qui a un statut au Québec, qui est une espèce menacée. Ce n'est pas le grèbe esclavon au complet, parce qu'on a des individus de la population de l'Ouest qui passent régulièrement en migration au Québec. Mais ce n'est pas ces individus-là qui font partie de la population qui est suivie en tant qu'espèce menacée au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'éléments et non d'espèces pour démêler ces concepts-là. Mais les éléments au niveau phonique, au niveau floristique, pardon, ça pourrait également être des communautés naturelles ou des systèmes écologiques, par exemple. On parle, par exemple, de regroupements d'espèces qui ne sont pas nécessairement en situation précaire, mais qui, ensemble, forment un assemblage d'espèces qui est relativement unique et qui confère une valeur écologique importante à un territoire donné. Et le pendant phonique de cette communauté naturelle-là, ce serait les assemblages phoniques, qui, eux, sont en fait, encore une fois, pas nécessairement des espèces en situation précaire, mais plutôt un assemblage, un regroupement d'espèces à un endroit qui confère à ce territoire-là une valeur écologique importante. Donc, des éléments, ça pourrait être plus que des espèces. C'est pour ça qu'on parle d'éléments et non juste d'espèces. Pour les éléments, on va ensuite consigner des observations. Les observations, ça agit comme un peu à titre de données brutes qui sont recueillies sur le terrain, soit ça peut être des spécimens trouvés, des inventaires réalisés, ça peut provenir de données qui sont dans des publications scientifiques, peu importe. Donc, on obtient ce qu'on appelle les données brutes. Puis ces données brutes-là vont ensuite passer dans, j'ai appelé ça un filtre de validation pour faciliter la compréhension, là, mais en gros, c'est que ces données-là vont être analysées pour savoir est-ce qu'on peut les considérer comme des observations valides. Si parfois, ça vaut la peine de remettre en question les observations qui ont été faites. Par exemple, si quelqu'un nous transmettait une observation d'une grenouille des marais à Coudjouac, il y a des bonnes chances qu'on contacte l'observateur pour poser des questions puis probablement invalider la mention, l'observation, parce que c'est très loin hors de l'aire de répartition de l'espèce. Ça va prendre des preuves assez béton pour que ce soit considéré comme une observation valide. Donc, tout ça pour dire qu'à partir des données brutes qu'on peut recueillir, on passe un filtre de validation par les experts au sein des ministères impliqués. Puis tout ce qui passe les filtres devient ce qu'on appelle les observations valides. Et ces observations valides-là sont ensuite consignées dans les banques de données sources du CDPNQ. Pour tous les éléments pour lesquels on a des observations au Québec, on va évaluer ce qu'on appelle le rang de précarité. Puis le rang de précarité, ce n'est pas juste un chiffre qu'on sort d'un chapeau. C'est vraiment évalué selon une méthodologie standardisée du réseau NatureServe, c'est-à-dire que nos rangs sont ensuite comparables aux rangs des autres provinces ou États à travers l'Amérique du Nord. Puis il y a 3 niveaux de rang. Il y a le rang G, qui est l'état global de l'espèce, donc dans l'ensemble de sa répartition mondiale. Le rang N, qui est comment va l'espèce au niveau national, donc dans notre cas au Canada. Et puis le rang S, qui est le niveau subnational, donc dans notre cas, comment va l'espèce, quel est l'état de la situation de l'espèce au niveau provincial, donc au Québec. Puis c'est le CDPNQ qui est en charge de faire l'évaluation des rangs S. Cette révision-là se fait à tous les 5 ans et peut être ajustée, malgré que la méthodologie est standardisée. Les avis d'experts peuvent venir ajuster des fois, faire du fine-tuning, comme on dit en bon français, là, du rang S pour prendre en compte certaines petites informations qui ne sont pas nécessairement prises en compte dans le calculateur standardisé. Ce processus-là est ultra important, un des plus importants qu'on fait au CDPNQ, entre autres parce qu'il reflète le plus objectivement possible l'état de la situation au moment actuel. Oui, on a les espèces menacées, vulnérables, susceptibles d'être désignées, qui ont un statut légal, mais ce statut-là dépend en fait d'un long processus administratif, ce qui fait que parfois, ça peut prendre quelques années, plusieurs années, avant qu'une espèce qui aurait dû mériter le statut menacé le reçoive. À l'inverse, le rang S, demain matin, on peut l'ajuster pour n'importe quelle espèce, si on a des nouvelles informations. On fait une révision globale à chaque 5 ans, mais ça peut être révisé à n'importe quel moment pour n'importe quelle espèce en fonction des nouvelles informations. Donc, c'est vraiment le statut le plus objectif possible de l'état des populations au Québec, c'est les rangs S qui sont disponibles publiquement, entre autres, sur la liste de la faune vertébrée du Québec. L'autre volet qui est intéressant à comprendre, c'est le volet occurrence du CDPNQ. Donc, une occurrence, c'est différent d'une observation. Puis en fait, une occurrence, ça correspond à un ou plusieurs polygones cartographiques qui sont construits à partir de une ou plusieurs observations.
Une occurrence, ça vient représenter l'habitat qui est utilisé par une population locale d'un élément pour compléter son cycle vital ou du moins une partie importante de celle-ci. Ce qui est important à retenir ici, on va y revenir dans à peu près 2 diapos, c'est que contrairement aux observations, les occurrences vont toujours avoir une valeur de conservation. Ce qui n'est pas le cas des observations, on va voir pourquoi. Donc, au CDPNQ, on va cartographier des occurrences pas pour l'ensemble des espèces, mais particulièrement pour les espèces qui sont menacées, vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées, ou encore pour les espèces qu'on appelle candidates. Et là, il faut faire attention, ce n'est pas nécessairement les mêmes espèces candidates que le COCEPAC, mais souvent, ça se recoupe. Je vous parlais tantôt du délai administratif pour la désignation des espèces. C'est là que nos rangs S rentrent en ligne de compte, si on veut. C'est des espèces, dans le fond, pour lesquelles on a fait des évaluations de rang qui nous paraissent que l'espèce est en situation préoccupante, mais qui n'est pas encore désignée, EMVS, donc espèces menacées, vulnérables ou susceptibles. Ça nous permet donc de prendre en compte ces espèces-là avant qu'ils reçoivent leur désignation officielle et donc de court-circuiter un petit peu le processus administratif pour la prise en compte des espèces en situation précaire. Par contre, même si on a une espèce qui est menacée, vulnérable ou susceptible ou candidate, le concept d'occurrence ne s'applique pas toujours parfaitement ou des fois juste pas. C'est le cas particulièrement pour les espèces à large répartition ou qui ont une importante capacité de déplacement, comme par exemple le carcajou. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu des mentions valides de carcajou au Québec, les premières depuis 1978, si ma mémoire est bonne, qui ont lieu en 2018-2019 dans le nord du Québec. Puis là, on aurait voulu, ça aurait été intéressant de faire une occurrence pour prendre en compte ces carcajous-là. Mais par contre, le carcajou a un domaine vital d'environ 2500 km². Si on cartographie une occurrence de 2500 km² pour représenter le territoire utilisé pour l'ensemble du cycle vital de l'espèce, on vient perdre toute notion de valeur de conservation, c'est-à-dire comment on peut utiliser un polygone de cette taille-là pour circonscrire les endroits qui sont importants à prendre en compte pour le carcajou. C'est beaucoup trop vaste, ça ne fonctionne juste pas. Par contre, si on avait eu une tanière de carcajou, là, c'est un endroit qui est géographiquement restreint, réutilisé dans le temps. On aurait pu créer une occurrence pour ce site-là qui aurait permis de prendre en compte un habitat extrêmement important pour réaliser une partie cruciale du cycle vital. Mais le domaine vital au complet, c'est beaucoup trop vaste pour le carcajou. Donc, en général, on cartographie pour l'ensemble des espèces menacées, vulnérables, susceptibles, mais il y a des cas d'exception où on ne peut pas le faire. Je vous disais que pour la cartographie des occurrences, en fait, on a ce qu'on appelle des documents IOSPEC, des spécifications d'occurrence au long, qui viennent décrire comment vont être cartographiées les occurrences pour une espèce et quelles observations vont permettre la création d'occurrences. Donc, je vous disais tantôt que une occurrence a toujours une valeur de conservation, mais pas nécessairement une observation. Puis c'est là qu'on va venir passer nos observations valides dans un nouveau filtre, le fameux filtre des spécifications d'occurrence, qui va nous permettre de retirer les observations pertinentes. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est je suis chez moi en plein mois de mars, je vois un aigle royal qui migre, je le prends en photo. J'ai une coordonnée GPS, une photo qui permet de certifier que c'est bien un aigle royal. J'ai bien une observation valide d'aigle royal. Par contre, le territoire aérien, l'espace aérien au-dessus de ma maison, n'a aucune valeur de conservation pour l'aigle royal. Il est passé là cette journée-là. Il va-tu jamais repasser? Peut-être. Peut-être pas. Est-ce qu'on va prendre en compte l'espace aérien au-dessus de ma maison dans le développement du territoire? Non, ça n'a pas de valeur de conservation. C'est donc une observation qui est valide, mais ce n'est pas une observation qui est pertinente à la création d'une occurrence. À l'inverse, si je suis quelque part en Gaspésie, sur le bord d'une falaise, puis je découvre un nid d'aigle royal, là, j'ai une observation qui est valide, mais aussi une observation qui est pertinente à la création d'une occurrence parce qu'on a là un territoire qui est circonscrit, qui est réutilisé dans le temps, année après année, par l'aigle royal, puis qui lui permet de réaliser une partie critique de son cycle vital, dans ce cas-là, la reproduction. Donc, souvent, les gens, on a déjà eu des commentaires du genre, le CDPNQ, c'est incomplet, c'est pas à jour parce que telle observation n'apparaît pas. Attention, ça arrive des fois qu'on a des délais dans nos intégrations de données, mais souvent, si les données n'apparaissent pas, ce n'est pas parce qu'on est incomplet ou qu'on n'est pas à jour, c'est parce que les observations qui ne figurent pas au CDPNQ n'ont pas franchi les filtres d'observation pertinentes. Ce ne sont pas des observations qui permettent la création d'une occurrence. Elles n'ont pas de valeur de conservation pour l'espèce. Actuellement, le CDPNQ consigne quand même plus de 285 000 points d'observation. Puis ça date de quelques mois. Je pense qu'on est rendu à 300 000 à peu près points d'observation pertinents au CDPNQ. Le document de spécification d'occurrence va ensuite venir décrire pour chaque espèce, parce que c'est différent pour chaque espèce, comment l'occurrence va être tracée. Plusieurs pensent que c'est juste
une zone tampon, un buffer, comme on dit, autour d'une observation, mais ce n'est pas nécessairement le cas. En fait, l'occurrence va être basée sur la taille des domaines vitaux de l'espèce, la capacité de déplacement de l'espèce, les barrières au déplacement, puis l'écologie de l'espèce en particulier. Puis tout ça va être recueilli là, grâce à une grosse revue de littérature, puis également grâce à des avis d'experts, soit internes ou externes au ministère concerné. Je vous ai mis un exemple là, rapide ici et assez facile à comprendre. Admettons qu'on a ici en A, là, au point central, une observation de rainette faugrillon de l'Ouest, peu importe, qui a été faite à cet endroit-là. Puis on sait que selon la littérature, la taille du domaine vital d'une rainette faugrillon, c'est à peu près, elle se déplace environ sur 200 mètres dans sa vie. Donc, on va tracer un cercle de 200 mètres de rayon pour couvrir le domaine vital de l'espèce. Par contre, la littérature nous indique aussi que l'espèce, elle n'utilise pas les grands plans d'eau. Ce n'est pas un habitat qu'elle va utiliser. Donc, en B, on voit ici le grand plan d'eau qui superpose l'occurrence. On va venir le retirer, cette portion-là. Sauf que là, on se retrouve avec une occurrence qui est séparée en deux. Puis la littérature nous a aussi indiqué que non seulement elle n'utilise pas les grands plans d'eau, mais ça agit littéralement à titre de barrière au déplacement. Elle ne sera pas capable de les franchir. Ce qui fait que le polygone qui est tout seul de l'autre côté, qui n'a pas d'observation de l'espèce, devra être retiré également. Donc, on se retrouve avec un polygone qui va ressembler à ça pour l'occurrence de la rainette, dans ce cas-là. Ce qui fait que pour chaque espèce, même si les spécifications d'occurrence sont identiques, la cartographie de chacune des occurrences va résulter en des polygones qui peuvent être différents pour chaque observation en fonction des attributs du territoire où l'occurrence va avoir été réalisée. Puis, contrairement à ce qu'on voit en D, là, avec le polygone d'occurrence, contrairement à l'observation, ce qu'on peut ressortir de là, c'est que l'observation, c'est ponctuel dans le temps, c'est situé à un endroit géographique précis, alors que l'occurrence du CDPNQ, elle vient prendre en compte toute la capacité de déplacement et l'histoire de vie de l'espèce qui permet de prendre en compte le territoire physique qui va être nécessaire à la survie de cette population-là locale. Les mises à jour des occurrences sont faites de façon constante au CDPNQ. Évidemment, il y a des mises à jour, plus de mises à jour qui sont à l'automne et à l'été parce que les gens sont plus disponibles, à l'automne et à l'hiver, pardon, alors qu'à l'été, ils sont beaucoup sur le terrain à récolter de nouvelles informations. Néanmoins, on continue d'en faire tout au long de l'année. Puis à chaque fois que des nouveaux points d'observation sont ajoutés, bien, ça nous fait créer des nouvelles occurrences, ça nous fait modifier certaines occurrences. Il peut y avoir des disparitions d'occurrences. Exemple, j'avais un nid de pigague dans un arbre. J'avais une occurrence, mais là, l'arbre est complètement tombé, il n'y a plus de nid. Le site n'a donc plus de valeur de conservation pour l'espèce. On retire l'occurrence. Il peut y avoir des fusions d'occurrences quand on a des observations entre deux polygones connus, mais qui avait été observé entre les deux. Oups, ça vient nous permettre de fusionner ces occurrences-là. Il peut y avoir des modifications d'occurrences qui sont dues même pas à des nouvelles observations, mais plutôt à des nouvelles barrières au déplacement. Exemple, il y a eu construction d'une autoroute à un endroit où il n'y en avait pas, qui vient scinder une occurrence en deux ou complètement éliminer une partie d'occurrence. Donc, tout ça est toujours mis à jour de façon constante. C'est un processus qui est hautement dynamique et qui vient permettre de prendre en compte, au meilleur de nos connaissances du moment, les habitats les plus importants pour les éléments de la biodiversité au Québec. Une fois cartographié, ça ne s'arrête pas là, le travail des occurrences. On vient ensuite faire des analyses de menaces sur les occurrences et de viabilité pour offrir ce qu'on appelle une cote de viabilité ou de qualité, il y a deux termes là, qui circulent, aux occurrences. C'est-à-dire, ça reflète c'est quoi les chances que dans une horizon de temps d'environ 20 à 30 ans, l'occurrence soit encore présente si rien n'est fait. Donc, on a des occurrences qui peuvent avoir une viabilité excellente, ça veut dire que tout va bien, il y a une bonne population, l'habitat est bon, il n'y a pas beaucoup de menaces. Ou d'autres qui ont une très faible viabilité, c'est-à-dire que si rien n'est fait, il y a très peu de chances avec les données qu'on a actuellement que cette occurrence-là soit encore présente dans le futur. Puis ça vient grandement orienter les actions de conservation. C'est-à-dire que, par exemple, si on a une occurrence qui est de très bonne qualité, bien, ça ne sert à rien d'aller faire des actions de restauration d'habitat dans cette occurrence-là. Ce qu'on veut, c'est protéger l'habitat. Il est déjà bon, il y a déjà une bonne population, l'habitat, il n'y a pas de menace. Ce qu'on veut, c'est le protéger pour qu'il reste comme ça. À l'inverse, si on a une occurrence qui est de faible viabilité, puis qu'on va juste protéger le territoire, on va le protéger, bien, l'habitat est déjà dégradé. Tu protèges un habitat dégradé. Avant de le protéger, il faut que tu le restaures. Ça permet d'orienter les actions de conservation qui vont devoir être prises. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec une simple observation. Ça prend un polygone d'occurrence qui est ensuite analysé en fonction des menaces qui affectent ce territoire-là. Récemment, le 2 mars dernier, on a mis en ligne la carte des occurrences d'espèces en situation précaire. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à aller le voir. Vous n'avez qu'à taper CDPNQ sur Google
puis suivre le premier lien. Vous allez vous retrouver sur notre page web, puis de là, ça va être assez facile de vous rendre naviguer la carte des occurrences. Donc ça permet à tout le monde, c'est public, de prendre en compte les espèces menacées vulnérables, en fait, les espèces en situation précaire, parce que ça inclut les candidates et les susceptibles aussi, qui se retrouvent sur le territoire québécois. Évidemment, on a pris en compte la sensibilité des espèces. Puis comme c'est fait sur d'autres plateformes de sciences citoyennes, entre autres iNaturalist ou eBird, il y a certaines observations données qui sont masquées pour ne pas nuire aux espèces qui sont plus sensibles. Donc, les espèces, quand je dis sont masquées, sont présentes. Vous allez voir qu'il y a de l'information à cet endroit-là, mais vous ne saurez pas exactement où ni quelle espèce, mais vous allez savoir qu'il y a quelque chose. Puis, au besoin, lorsque c'est justifié, il peut y avoir une demande qui est déposée au CDPNQ pour obtenir cette information-là si nécessaire. La carte interactive vous permet également de créer des rapports d'occurrence pour un territoire donné de façon autonome. Puis évidemment, ça a été mis en ligne pour favoriser l'accessibilité aux données pour la clientèle du CDPNQ. Maintenant qu'on a vu les éléments et les occurrences, comment ça s'utilise tout ça au jour le jour, les données du CDPNQ. Donc, le CDPNQ, moi, je représente ça un peu comme un atome. C'est-à-dire que le noyau de l'atome ici, c'est notre CDPNQ. Et tous les électrons qui gravitent autour, ce sont les nombreux outils de gestion et de conservation de la biodiversité au Québec. Tous les outils, entre autres, la plupart des outils gouvernementaux, gravitent de près ou de loin autour du CDPNQ. Donc, plus le CDPNQ est nourri d'observations, plus on peut faire des analyses poussées, plus on peut faire des analyses qui sont à jour, et plus on peut bien orienter les décisions qui sont prises pour les différents outils de gestion et de conservation au Québec. À titre d'exemple, avec toutes les données compilées, les listes officielles, le CDPNQ agit à titre de liste officielle pour les vertébrés, les plantes vasculaires du Québec actuellement. La liste de la faune vertébrée a été publiée en septembre passé. Puis ça fait office de référence taxonomique officielle. Donc, tout ce qui est désignation légale des espèces, implication des espèces dans les lois, vont référer à la liste de la faune vertébrée du Québec. Puis, c'est un document qui est entièrement public, à l'intérieur duquel vous pouvez également retrouver les fameux rangs S, donc les états les plus objectifs des populations des espèces au Québec actuellement. Les occurrences du CDPNQ sont aussi des intrants de premier plan pour la cartographie des habitats légaux, donc des habitats qui sont désignés légalement au provincial, mais aussi pour les habitats essentiels qui sont désignés légalement au fédéral. Au provincial, on a également une entente administrative entre les secteurs du MFFP et du MELCC qui permet la protection des espèces menacées, vulnérables, susceptibles et même d'autres espèces de biodiversité dans le cadre des activités d'aménagement forestier. Puis cette entente-là spécifie précisément que les parties vont utiliser les occurrences du CDPNQ pour cartographier les endroits qui doivent être protégés dans le cadre de l'entente. Je vous parlais tantôt de l'analyse des menaces. On a ce qu'on appelle l'approche intégrée de rétablissement qui permet de classer là, selon différents là, par exemple, sur la carte, différentes couleurs, les occurrences qui sont affectées par telle ou telle menace ou qui pourraient bénéficier de telle ou telle action de conservation. Donc, ça permet de catégoriser les différentes occurrences pour après ça faire des choix éclairés, à savoir mon dollar en conservation, là, je vais aller le mettre à quel endroit pour avoir le plus de bénéfices. Si je le fais à l'endroit A, ben, je vais bénéficier à une seule occurrence qui est menacée par cette action de conservation-là. Alors que si je le fais à l'endroit B, regardons, j'ai 4 occurrences de 3 espèces différentes qui pourraient bénéficier de cette occurrence-là parce que les 3 sont soumis à la même menace. Donc, ça permet d'orienter vraiment où les meilleures actions de conservation peuvent être réalisées. Ensuite, je vous parlais des rangs S tantôt et leur importance. L'autre importance capitale de ça, c'est que c'est le premier filtre pour la désignation des espèces au Québec. C'est-à-dire que c'est à partir de l'évaluation des rangs S qu'on va établir la liste des recommandations pour les espèces qu'on veut qu'ils soient désignées menacées ou vulnérables au Québec. Donc, ces rangs-là, cette évaluation-là est cruciale. Puis, tantôt, on voyait avec la carte interactive que tout le monde peut y aller, peut faire des rapports d'occurrence. C'est exactement pour faciliter la prise en compte dans le développement du territoire et la planification territoriale, notamment dans le cadre des projets de développement. Les gens sont tenus de consulter les occurrences CDPNQ. Les évaluations environnementales, la planification de la protégée passe par les occurrences CDPNQ également. Les MRC sont en train de rédiger présentement les plans régionaux de milieux humides et hydriques et prennent en compte les occurrences CDPNQ. On a aussi plusieurs partenaires qui utilisent les occurrences CDPNQ pour
prioriser leurs interventions, que ce soit pour des activités d'acquisition de connaissances où ils vont aller réaliser leurs inventaires, ou par exemple pour de l'acquisition de terres pour la protection et la conservation. Si j'ai le choix entre 3-4 terres différentes, ben, je vais aller. Les occurrences du CDPNQ vont peser beaucoup dans la balance, à savoir si j'ai beaucoup d'occurrences à tel endroit, ben, je vais prioriser cette terre-là par rapport à une autre terre où j'aurai aucune occurrence d'espèce en situation précaire. Même chose pour les financements de projets par les bailleurs de fonds comme la FFQ ou le PIH au fédéral. Ça leur permet, ils reçoivent beaucoup de demandes puis ils doivent prioriser. Donc, ça permet de s'assurer que les projets qui sont soumis vont proposer des actions de conservation qui vont offrir de réels bénéfices. Exemple, tantôt, si on a un projet de conservation qui propose des actions de restauration dans une occurrence où la viabilité est considérée excellente parce que l'habitat est de bonne qualité, bien, ce n'est peut-être pas l'action à prioriser. Et les bailleurs de fonds vont pouvoir utiliser ces informations-là pour prioriser les projets à financer. Puis finalement, bien, les données du CDPNQ rentrent dans plein de rapports de situation, que ce soit pour les rapports de situation au Québec ou encore au GOSEPAC, pour tous les plans et bilans de rétablissement des espèces au Québec, toutes les fiches sanitaires sur les espèces, puis aussi dans contribuer à de nombreux ouvrages de référence. Donc là, c'est bien beau, je vous explique comment fonctionnait la machine, mais vous ne savez toujours pas comment vous pouvez participer à ça. J'y arrive. C'est là qu'on arrive, puis là, vous allez voir que c'est relativement facile. Donc, le CDPNQ, rapidement, s'est formé d'un comité directeur qui est composé de représentants du MFFP, du MELCC et d'Environnement et Changement climatique Canada, et qui, lui, dirige un comité de coordination qui est formé des 3 mêmes entités. Le comité de coordination coordonne une équipe multidisciplinaire de botanistes, zoologistes, biologistes, techniciens de la faune et de la flore, géomaticiens, gestionnaires de bases de données qui, ensemble, font rouler le système d'information du CDPNQ. Par contre, le système d'information, pour rouler, il faut qu'il soit nourri par les banques de données sources qui, elles, sont alimentées par des observations qui peuvent provenir notamment de naturalistes professionnels et amateurs, et donc de monsieur, madame, tout le monde qui peut transmettre une observation. Puis, il ne faut vraiment pas sous-estimer ce rôle-là parce que le nombre de naturalistes professionnels au Québec qui sont engagés par différentes firmes de consultants, c'est relativement important, mais jamais assez pour couvrir l'ensemble du Québec. Parce que 8 millions de paires de yeux sont capables de faire beaucoup mieux que quelques centaines de professionnels. Pour apporter vos observations, c'est ultra simple. Il y a plusieurs plateformes de sciences citoyennes. On pense à iNaturalist.ca que James nous a présenté tantôt. Il y en a d'autres comme carapace.ca pour apporter les observations de tortues. eBird pour les oiseaux. Il y a Chauve-souris aux abris auquel vous pouvez participer. Puis il y a même directement sur la page web du CDPNQ, on n'a pas un beau logo sur notre site web comme les autres plateformes, mais si vous y allez, vous pouvez directement nous transmettre vos observations via un formulaire qu'on a sur notre page. Plus précisément, sur iNaturalist, il y a 2 projets en tant que tels qui sont d'importance pour le CDPNQ, soit celui du suivi des populations d'oiseaux en péril au Québec, donc SOSPOP, qui est géré par le regroupement Québec Oiseaux. C'est la banque de données utilisée pour la création d'occurrences au CDPNQ, c'est SOSPOP. Donc, SOSPOP peut se nourrir d'informations qui lui sont versées via iNaturalist. Puis, il y a le projet direct du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec qui est sur iNaturalist, auquel vous pouvez adhérer et transmettre donc directement vos observations via ce projet-là. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Je vous ai mis 3 exemples ici assez standards. Donc, en fait, ça peut aller même, les observations de sciences citoyennes peuvent aller directement à la découverte de nouvelles espèces au Québec. Donc ici, on voit par exemple un bécasseau minute qui a été rapporté pour le 12 septembre 2021 sur eBird. Cette espèce-là n'avait jamais été rapportée au Québec auparavant. Même chose pour le papillon de nuit qu'on voit ici, qui est Catocala nebulosa, qui a été rapporté le 13 septembre 2021 sur iNaturalist. Ou encore le fameux pigargue empereur qui a été assez médiatisé et qui a été rapporté le 7 juillet 2021 sur eBird. Ces 3 exemples-là, c'est des exemples de gens qui ont rapporté des observations sur des plateformes de sciences citoyennes et qui permettent maintenant de venir bonifier la liste des espèces qui ont été observées au Québec, qui est tenue par le CDPNQ. Donc, lors de la prochaine mise à jour, le bécasseau minute et le pigargue empereur vont se retrouver sur la liste des espèces vertébrées du Québec. Bon, en tant que tel, pour l'instant, ce n'est pas vraiment une contribution à la conservation, mais c'est une importante contribution à l'acquisition de connaissances sur la biodiversité du Québec. Des fois, ce n'est pas des découvertes d'espèces, mais des redécouvertes d'espèces. Donc, par exemple, le cas du crapet du Nord ici.
Au CDPNQ, on suit le crapet du Nord, puis c'est une espèce pour laquelle son état de situation le classait légèrement préoccupant jusqu'à dernièrement. Parce qu'entre autres, il n'y avait aucune observation de l'espèce au Québec depuis 2005. Jusqu'à ce que, tout bonnement, dans iNaturalist, un pêcheur du secteur de Boucherville a pris une photo du poisson qu'il avait capturé, l'a mis sur iNaturalist, puis les experts ont pu confirmer, grâce aux photos diagnostiques, que c'est bien un crapet du Nord. La beauté de la chose, c'est que c'est une redécouverte de l'espèce au Québec. Oui, mais en plus, c'est dans un nouveau secteur où l'espèce n'avait jamais été trouvée avant. Donc, on vient peut-être complètement de découvrir une nouvelle population grâce à l'observation d'un pêcheur mise sur iNaturalist. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que, ça va empêcher que l'espèce, après, si l'espèce n'a pas été vue au Québec depuis 20 ans, l'espèce obtient le statut de historique au Québec et étant quelque peu délaissée un peu plus, est considérée comme n'étant plus présente au Québec. Mais cette observation-là vient nous empêcher de la mettre historique, ce qui fait qu'on va pouvoir continuer à mettre de l'effort sur la documentation de cette espèce-là et d'avoir trouvé cette nouvelle population-là, probablement, ça va probablement entraîner des nouveaux efforts d'inventaire pour mieux localiser où se trouve cette espèce-là. Donc, tout ça découle d'une simple observation mise sur iNaturalist. Ensuite, les observations peuvent aussi permettre de documenter l'aire de répartition de plusieurs espèces. Je vous présente le cas ici de l'épithèque de Provencher, qui est une libellule aux mœurs plutôt nocturnes, ce qui fait qu'elle est très rarement observée. Puis jusqu'à 2020, on la croyait confinée au sud du Québec seulement. Il y avait un article qui avait paru d'ailleurs assez récemment où on faisait état de la découverte dans le secteur de Yamaska de cette espèce-là, puis bref, quelque part en Outaouais, la Naudière, mais ça n'allait pas très loin au nord. Puis, en 2020, un observateur sur iNaturalist qui tentait de photographier des papillons de nuit a vu une libellule venir se poser sur son drap. Puis, il l'a pris en photo. Il ne savait pas ce que c'était exactement. Il l'a mis sur iNaturalist. Puis, les experts des odonates à travers l'Amérique, des Américains, des Québécois, tous, sont venus statuer puis ont permis de confirmer que c'était bien une épithèque de Provencher, ce qui a permis d'élargir et d'agrandir grandement l'aire de répartition de l'espèce au Québec. Donc, puis suite à cette observation-là, il y en a eu au moins il y a au moins 2 autres observateurs qui ont pu en observer dans des régions au nord, dans le même secteur à peu près. Donc, on a vraiment venu confirmer le fait que l'épithèque de Provencher se retrouvait beaucoup plus loin au nord qu'on pouvait le penser. Là, je vous ai présenté le cas de l'épithèque de Provencher, mais ce cas-là peut s'appliquer à plusieurs autres espèces. Puis ça peut avoir des implications très importantes pour la conservation de la biodiversité, dans le sens où lorsque il y a du développement de territoire qui doit se faire, souvent les promoteurs ils ont l'obligation de prendre en compte les espèces en situation précaire qui se trouvent sur leur territoire, le territoire envisagé par le projet ou qui pourraient se trouver. Puis pour savoir si l'espèce pourrait se trouver, il faut que ce soit minimalement dans l'aire de répartition connue de l'espèce, c'est-à-dire qu'on ne demandera pas des inventaires de couleuvres vertes à quelqu'un qui fait un projet à Salouit. On n'est juste pas dans l'aire de répartition de l'espèce. Mais par contre, en documentant des aires de répartition comme ça, on se rend compte que peut-être que, par exemple, dans le cas de l'épithèque de Provencher, si c'était une espèce en situation précaire, jamais on aurait demandé de prendre en compte l'habitat de cette espèce-là en Abitibi avant 2020, parce que ce n'était pas connu qu'elle se rendait jusque-là. Mais un naturaliste amateur qui a pris une photo, l'a mis sur un naturaliste, nous permet maintenant de savoir que, attention, il faut revoir la façon de penser pour cette espèce-là. Son aire de répartition se rend jusque-là, finalement. Doit être prise en compte dans les projets de développement. Donc, ça peut avoir de grands impacts là-dessus. Finalement, il y a un exemple très concret, maintenant encore de plus en plus concret avec la carte interactive dont je vous parlais tantôt. Je vous présente ici à gauche, c'est un extrait, une impression écran de la carte interactive où on voit un rond bleu ici pointé par ma flèche rouge qui est une occurrence au CDPNQ de couleuvre mince. Cette occurrence-là est basée sur l'observation d'une couleuvre mince à cet endroit-là qui a été rapportée sur iNaturalist. On peut valider que c'est vraiment une couleuvre mince grâce à la photo qui est d'excellente qualité. Ce qui fait maintenant que la personne a mis une observation sur iNaturalist. Cette observation-là a passé les filtres de validation pour devenir une observation valide. Elle a ensuite passé nos filtres d'observation pertinente à la création d'une occurrence. Elle a été transmise dans nos banques de données sources, importée au CDPNQ et cartographiée par les techniciens biologistes du ministère de la Faune et des Parcs pour se retrouver sur la carte des occurrences d'espèces en situation précaire. Ce qui fait que maintenant, grâce à cette observation-là, les promoteurs qui ont l'obligation de passer par le CDPNQ pour démontrer qu'ils vont prendre en compte les espèces en situation précaire dans les projets de développement,
vont avoir accès à cette donnée-là. Donc, ce territoire-là va être pris en compte dans les projets de développement, ce qui n'aurait pas été le cas si on n'avait pas eu cette observation-là sur iNaturalist. Au même titre que si des actions de conservation, des projets de conservation devraient être mis en place, on pourrait savoir que dans ce secteur-là, il y a de l'habitat intéressant pour la quail of mice. Ça pourrait également aller guider des nouveaux inventaires pour élargir un petit peu nos connaissances sur la répartition de la quail of mice dans ce secteur-là. Donc, cette donnée-là a une valeur extrêmement concrète, puis est visible directement sur la carte des occurrences maintenant. Il y a d'autres types de données, par exemple, ici je vous présente un exemple des tortues qui ont été rapportées sur carapace.ca. En vert, on voit des tortues qui ont été rapportées vivantes, en jaune blessées, puis en rouge, c'est des tortues qui ont été mortes, principalement de la mortalité routière. Donc, à partir de ces observations-là, le ministère a fait un partenariat avec des universités pour déterminer sont où les endroits les plus à risque pour les mortalités routières de tortues et modéliser quels sont les attributs du paysage qui mènent à des endroits à risque comme ça. Donc maintenant, on est plus facilement capable de repérer les endroits à risque, de les éviter dans les constructions de route, ou même, ça a permis maintenant d'orienter les endroits où il va y avoir des actions de conservation qui vont être faites pour limiter les mortalités routières de tortues, c'est-à-dire aller mettre des passages spécialisés pour réduire la mortalité des tortues. Donc, grâce aux données de la science citoyenne, on a pu clairement identifier les menaces, identifier les secteurs où ces menaces-là sont importantes, puis mettre en place des actions de conservation. Un dernier exemple que je voudrais vous montrer, c'est les gens qui participent à Chauves-souris aux abris. Chauves-souris aux abris, c'est une plateforme de sciences citoyennes qui permet de rapporter les colonies de chauves-souris que vous avez sur votre propriété ou que vous connaissez ailleurs, donc les maternités de chauves-souris. Les gens qui rapportent ça sont contactés par des professionnels du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, puis sont formés, s'ils le veulent, évidemment, pour réaliser des comptes pour faire le suivi des tendances de population, donc le nombre, année après année, combien de chauves-souris qu'utilisent les colonies sur leur terrain. Puis, ces décomptes-là qui sont réalisés par des citoyens permettent d'établir des tendances de population pour plusieurs espèces de chauves-souris. Et donc, ça nous permet, nous, de suivre, en fait, il y a tellement de colonies au Québec qu'on serait incapable de toutes les suivre nous-mêmes, mais grâce à l'apport des sciences citoyennes, on est capable d'avoir des tendances très complètes, puis de voir si nos actions de conservation se reflètent en des augmentations de la population ou si, contrairement, la population continue de diminuer. Donc, ultimement, comme je viens de vous le démontrer, c'est super facile de contribuer au noyau qui est le CDPNQ. Les observations que vous allez rapporter peuvent avoir des incidences aussi concrètes que la découverte de nouvelles espèces au Québec, la documentation d'aires de répartition, la création ou la documentation d'occurrences, permettent d'évaluer les différentes menaces, de planifier des meilleures actions de conservation ou encore de faire des suivis de tendances de population. Puis ne sous-estimez jamais votre contribution, même si vous n'avez aucune idée de ce que j'ai vu. La plupart des gens vont dire « Ah, j'aimerais ça participer, mais je n'ai pas assez confiance, je ne suis pas sûr que je sais c'est quoi. » iNaturalist, c'est la plateforme de sciences citoyennes parfaite pour ça parce que l'identification est basée sur la force de la communauté de naturalistes. Puis, un des exemples les plus concrets qu'on peut mettre ici, c'est M. Alain Hogg qui a pris en photo une feuille en 2020 qui avait un étrange patron en zigzag. Puis tout de suite, Alain s'est dit « Ah, c'est probablement une chenille quelconque qui a mangé la feuille, je vais le mettre sur iNaturalist. » Il n'avait aucune idée de ce que c'était réellement. Suite à la publication, il y a des gens de la communauté, des Américains, des Canadiens, des Allemands qui ont vu ça. Puis les spécialistes du gouvernement fédéral et provincial se sont rendus sur place et ont vraiment confirmé qu'il s'agissait de la première mention de toute l'Amérique du Nord de la tentraide en zigzag de l'homme, qui est un nouveau pathogène. Les spécialistes ont pu récolter des larves, trouver des larves, les récolter, les confirmer par ADN, etc. Donc, et mettre en place des mesures là, de mitigation pour empêcher que la tentraide en zigzag de l'homme prenne trop d'ampleur puis devienne un réel problème. Donc, tout ça a permis d'agir très rapidement grâce à un citoyen qui a pris en photo une feuille qui était mangée par un insecte puis il n'avait aucune idée de ce que c'était. Donc, ne sous-estimez jamais la contribution que vous pouvez avoir, même si vous mettez une photo de quelque chose que vous ne savez pas ce que c'est. Juste pour vous montrer, là, ça en est découlé plusieurs articles. J'en ai pris 3 ici, mais il y en avait une vingtaine que je peux trouver facilement sur Internet sur l'impact de la contribution de cette photo-là pour la protection de la biodiversité au Québec et en Amérique du Nord au complet dans ce cas-là. Donc, en conclusion, je vous dirais que plus que jamais, tout le monde peut participer, peut jouer un rôle dans la conservation de la biodiversité. Plus que jamais, votre rôle est extrêmement concret.
Puis il existe plusieurs banques de données citoyennes. Fait que peu importe celle que vous choisirez, votre contribution peut faire une différence. Puis je vous invite fortement à ne pas hésiter à partager vos observations. Merci beaucoup tout le monde, puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Alexandre. C'était excellent, très intéressant. Puis moi, j'ai appris beaucoup aussi là-dessus. Puis il y avait des bons exemples concrets avec tes exemples de comment les données sont utilisées, mais même pendant la présentation pour expliquer la façon que la CDBNQ marche puis fonctionne. Alors, merci beaucoup, c'était excellent. Merci. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez l'écrire soit dans le chat ou dans la foire des questions, le Q&A. On a quelques minutes pour répondre, si vous voulez. Sinon, en attendant, moi, j'ai une question. Je me demandais à propos des cartes d'occurrence ou vos bases de la base de données, c'est quoi la source la plus importante, pas importante, mais la plus grande source d'information? Est-ce que ça vient des scientifiques citoyens ou ça vient des experts? Puis OK, vas-y. Je dirais qu'actuellement, c'est probablement encore les inventaires réalisés par les experts qui sont les plus grandes sources de données pour les taxons qu'on suit actuellement, entre autres les amphibiens reptiles. Oui, on va en chercher avec la science citoyenne, quand même plusieurs, mais ça reste que, il y a des gens qui sont payés pour réaliser des inventaires spécifiquement pour ça, ce qui fait que c'est pas surprenant qu'ils vont finir par trouver plus de spécimens, plus d'observations que les gens qui font ça quand ils ont le temps à la fin de semaine. Par contre, au CDPNQ, on devrait commencer à cartographier des occurrences pour des invertébrés, donc entre autres les bourdons, les odonates, qui vont s'en venir dans la prochaine année. Puis à ce niveau-là, au niveau des insectes, iNaturalist, entre autres, Bumblebee Watch vont devenir des sources de données extrêmement importantes parce qu'il n'y a jamais eu de tels inventaires qui ont été réalisés par les ministères vraiment. Alors que pour la faune vertébrée, on peut s'appuyer sur des années d'inventaire. Mais là, on n'a pas d'inventaire. C'est nouveau, la prise en compte des invertébrés par le gouvernement. Fait que les données de sciences citoyennes vont devenir ultra pertinentes et vont devenir vraiment... J'anticipe que ça va devenir nos sources de données les plus importantes pour les insectes. Puis, à part de ça aussi, est-ce qu'il y a comme une plateforme, en parlant de la science citoyenne, est-ce qu'il y a une plateforme qui est plus, d'où ça vient, comme ça, eBird, j'imagine c'est un des gros, comme vous avez mentionné, les chauves-souris aux abris, un naturaliste, ou c'est vraiment une combinaison de tout qui donne la valeur? Une combinaison de tout, c'est sûr que ça donne de la valeur. C'est sûr que, par exemple, pour les eBird, il y a une très grande valeur pour les oiseaux, notamment parce que souvent, c'est des observateurs qui vont être plus expérimentés. On peut difficilement rapporter des observations sur un naturaliste sans avoir une photo, alors que sur eBird, étant donné que les observateurs sont expérimentés, puis les données suivent un processus de validation par des réviseurs, on peut avoir des mentions qui sont sans photo, mais tout de même crédibles et acceptées. Ce qu'on ne peut pas vraiment faire avec un naturaliste. Donc, pour différents taxons, pour différents types d'observateurs, les banques de données à utiliser vont varier. Mais oui, du côté des oiseaux, c'est clairement eBird qui est notre source de données principale. Du côté des chauves-souris, c'est chauves-souris aux abris. Les tortues, Carapace en rapporte beaucoup, mais iNaturalist en rapporte également beaucoup. iNaturalist, jusqu'à présent, quand même bon pour tout ce qui est reptiles, amphibiens. Puis, surprenamment, il n'y a aucune des autres banques de données qu'iNaturalist présentement qui nous permet de faire des poissons. Puis, comme je vous ai présenté l'exemple du crapet du Nord, c'est iNaturalist. Donc, on a quelques mentions de poissons là, qui proviennent de pêcheurs qui ont mis ça sur iNaturalist qui sont vraiment surprenantes. Donc, chaque banque de données a sa propre contribution. Excellent. Merci beaucoup. Quelqu'un m'a demandé si on pouvait partager le lien pour le BioBlitz à Montréal, alors le projet le défi nature urbaine. Alors, je vais le mettre dans le chat maintenant que tout le monde va être capable de voir.
Mais si vous allez sur le défi, si vous allez mettre dans le search là, de défi nature urbaine.ca, vous allez trouver le site web de la Fédération canadienne de la faune qui a des infos là-dessus, puis il y a un lien à tous les projets. Alors, si vous ne trouvez pas dans le chat, c'est ça, vous pouvez trouver sur notre site web aussi. Puis, je pense qu'on a pas mal à temps. Merci encore, Alexandre, pour une bonne session. Puis, comme j'ai dit, c'est enregistré. Alors, on va mettre sur notre site web aussi pour puis partager avec d'autres mondes, plus que comme les gens qui étaient ici, puis, mais d'autres mondes aussi qui veulent l'entendre. Puis, merci à tout le monde qui ont venu nous joindre aujourd'hui. Puis, on apprécie beaucoup votre temps. Merci tout le monde. Merci. Bye.